bientôt 3 ans que tu n'es pas au Niger. Inutile de revenir sur les conditions ou les circonstances de ton départ, mais tu es resté très attaché au pays et tu suis l'actualité du pays. Quelle lecture fais-tu aujourd'hui de la situation sociopolitique du Niger? Je vous remercie. Effectivement, cela fait 3 ans que je ne suis plus au Niger. J'avoue que c'est difficile pour moi d'être loin de mon pays, un pays dans lequel je suis né, dans lequel j'ai vécu toute ma vie, loin des êtres les plus chers pour moi, ma grande famille, ma petite famille, mes amis, mes camarades. Alors, j'ai suivi un peu tout ce qui s'est passé dans le cadre du processus électoral. Je félicite tous les acteurs de la vie démocratique de notre pays parce que malgré mes inquiétudes de loin, parce que vous savez, quand vous êtes à l'exil, quand vous n'êtes pas sur le terrain, vous avez beaucoup d'appréhension par rapport aux agissements des uns et des autres et vous n'avez pas très souvent la vraie et la bonne information. Les seules informations que j'avais, c'était juste par le canal des réseaux sociaux. Donc, je ne pouvais pas savoir si ces élections allaient se tenir, dans quelles conditions elles allaient se tenir, quelle serait la finalité, surtout dans un contexte sécuritaire et dans le climat politique qui animait un peu le lendemain politique nigérien. J'étais un peu inquiet. Mais Dieu merci, j'ai vu que le premier tour s'est déroulé dans de très bonnes conditions. Il n'y a pas eu de violence électorale entre les acteurs. Malheureusement, les terroristes ont saisi cette opportunité pour endeuiller notre pays. Je saisis au passage l'occasion pour présenter mes condoléances à ceux qui ont perdu la vie, aux familles de ceux qui ont perdu la vie ce jour-là et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. Il y a eu le premier tour, la procédure a continué, il y a eu un second tour, et entre le premier et le second tour, j'ai constaté un fait quand même salutaire. C'est l'opposition qui a regagné sa place au niveau de la Commission électorale nationale indépendante, alors que cette CENI, depuis qu'elle a été mise en place, l'opposition était absente. Elle a refusé de participer donc à tout ce qui a été fait autour du processus électoral. Mais après le premier tour, elle est revenue, elle a pris sa place. Elle a fait des recours devant la Cour constitutionnelle. La Cour a apprécié, a rendu son arrêt, a déclaré les deux qualifiés pour le second tour. Tout ceci, pour moi, démontre que malgré les discours, malgré tout ce qui est dit, les acteurs politiques nigériens sont conscients que la compétition électorale se gagne légalement, se gagne à travers les urnes, se gagne à travers les organes en charge d'organiser et de délibérer sur le processus électoral. Aujourd'hui, au moment où nous enregistrons donc cet entretien, nous sommes dans l'attente de l'arrêt final de la Cour constitutionnelle qui va enfin déclarer qui est le vainqueur de ces élections. Je suis aussi dans l'attente pour voir quelle sera la décision de la Cour constitutionnelle. Mais le plus important pour moi, en tant que journaliste, en tant que citoyen nigérien, parce que je n'ai jamais arrêté d'être citoyen nigérien, au passage je le précise, c'est de voir l'aboutissement heureux de ce processus électoral. J'ai été très marqué par l'intensité de certains discours au cours de la campagne électorale. Vous savez, j'ai l'habitude de dire à beaucoup de mes amis avec lesquels j'échange
que Baba Alpha a été victime d'une injustice, mais qu'il a été aussi victime, en quelque sorte, du racisme. Et quand j'ai entendu certains discours au cours de la campagne électorale, j'étais profondément choqué. J'étais très déçu. Je ne m'attendais pas à cette extrémité. Mais bon, pour moi, c'est l'occasion de lancer un appel à la jeunesse nigérienne. Vous savez, on peut avoir des convictions. On peut être très engagé pour ses opinions politiques. Mais quelles que soient nos opinions, quelles que soient nos convictions, nous ne pouvons pas l'exprimer que dans la paix. Nous ne pouvons pas l'exprimer que dans une stabilité politique. Et nous devons faire très attention, nous en tant que jeunes. Nous avons un pays dans lequel nous devons travailler pour consolider sa paix. Parce que nous avons souvent tout perdu, mais sauf la paix. La paix sociale surtout, entre les Nigériens. Parce que le Niger a la chance d'avoir une population qui s'est beaucoup intégrée. Dans toutes les familles nigériennes, vous retrouvez toutes les ethnies. Ça, c'est rare. Avec mon exil, j'ai parcouru beaucoup de pays. Je suis parti dans des campagnes en Guinée-Conakry, en Côte d'Ivoire, au Ghana. J'ai visité des familles. Et ça m'a donné beaucoup d'expérience. Et j'ai compris c'est quoi la portée de la paix. Un pays ne peut se développer que dans la paix. Et nous, jeunes, nous devons nous dire qu'il suffit pour nous de faire une analyse très simple. Toute la classe politique actuelle, la dizaine de leaders politiques, c'est des acteurs post-conférence nationale de 91. Et tous ces acteurs, chacun a fait alliance avec chacun. Chacun. Pour moi, toutes ces alliances reflètent un peu l'image du Niger. Que nous pouvons tous dire, mais quand il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation, nous sommes obligés de nous allier pour sauver notre pays. Alors nous, les jeunes, nous devons éviter de verser dans la versatilité, dans la violence. Parce que c'est pour la première fois que j'ai assisté à des manifestations entre griffes politiques où des manifestants se sont attaqués à des biens privés mais ciblés. C'était ciblé et ce n'est pas bien. C'est assez dangereux. Et c'est pourquoi chacun des acteurs de la classe politique nigérienne, nous devons tous œuvrer à maintenir la paix sociale dans notre pays. On ne peut pas aspirer au développement, à l'épanouissement, quand nous mettons de côté la paix et la sécurité de notre pays. Quand nous proférons des discours ethniques, raciaux, divisionnistes, personne ne peut gouverner le Niger dans la division. Personne. Quelle que soit son intelligence, sa force, ce n'est pas possible. Et les chiffres, même officiels, donnés par la Commission électorale nationale indépendante, prouvent à suffisance que les acteurs politiques nigériens ont l'obligation de s'entendre pour développer ce pays. Bien, M. Baba Alpha, c'est une première au Niger, en tout cas depuis l'indépendance de notre pays et son histoire démocratique. C'est une première qu'il y a une alternance au pouvoir, qu'un président démocratiquement élu va céder le pouvoir à un autre démocratiquement élu. Et cela d'ailleurs a valu au président Issoufou Mahamadou la reconnaissance du monde entier et il a été lauréat du prix Mo Ibrahim qui récompense les leaders, les chefs d'État en tout cas qui se sont distingués en matière de bonne gouvernance. Et à Ouaga où nous enregistrons cet entretien, les acteurs, la crème des acteurs de la société civile africaine a fait du président Issoufou pour cela l'Africain de la décennie. Vous avez été honoré parce que vous avez été invité à ce forum-là. Qu'est-ce que vous en dites? En décidant d'organiser les élections à la fin de son deuxième mandat, pour permettre au Niger de connaître pour la première fois une alternance démocratique,
Le président Issoufou Mahamadou a fait d'une élégance démocratique remarquable. Personne, quel que soit le niveau de la mauvaise foi d'un adversaire ou des adversaires du président Issoufou, ils ne peuvent pas effacer ce passage historique qu'il accorde à notre pays depuis son indépendance. Cette question, il faut l'aborder sans passion, sans esprit partisan. Il faut lier cette question avec le contexte régional africain. J'ai entendu beaucoup de démocrates parler de la question du troisième mandat. La question du troisième mandat ne devait pas être une question importante si dans la pratique démocratique en Afrique, ceux qui ont dirigé les pays n'ont pas imposé ce débat. Une question de troisième mandat ne peut pas faire l'objet d'un débat aux États-Unis ou en France. Mais en Afrique, c'est devenu obligatoire parce que nous avons vu beaucoup d'hommes politiques, quand ils arrivent au pouvoir après leurs 2 mandats, essayer de tripatouiller les constitutions pour rester au pouvoir, sous le fallacieux prétexte des réalisations qu'ils ont enregistrées à la tête du pays. Et c'est arrivé même au Niger. Alors, le président Issoufou Mahamadou, à la fin de son mandat, accepte de partir malgré tout, malgré toutes les réalisations qu'il a faites à la tête de l'État, malgré tout le bilan dont il dit qu'il est fier, qu'il a réalisé pour notre pays, malgré son leadership régional et sous-régional, malgré la crédibilité dont il jouit au niveau des organismes internationaux, il dit qu'il y a une seconde vie après la présidence de la République. Il a clairement indiqué qu'il n'y a pas d'homme providentiel pour lui à la tête d'un État. Je trouve que on peut faire des débats parce qu'on ne l'accepte pas, parce qu'on le combat politiquement, mais on ne peut pas nier cet acte historique. Parce que ça s'est passé autour de nous. Vous avez l'exemple de la Guinée, vous avez l'exemple de la Côte d'Ivoire, vous avez d'autres exemples où les gens sont à leur 4e, 6e mandat. Même des amis politiques et idéologiques au président Issoufou Mahamadou sont en train de tripatouiller les constitutions pour faire plus de 3 mandats à la tête de leur pays. Et que lui, il décide de partir, d'organiser des élections, de laisser le peuple nigérien bénéficier de cette alternance démocratique tant voulue par l'ensemble des démocrates nigériens. Je pense qu'il faut le reconnaître. Et c'est à juste titre que la Fondation Mo Ibrahim, dans ses critères, j'ai suivi des débats par rapport aux critères d'attribution du prix Mo Ibrahim. L'acte posé par le président Issoufou Mahamadou répond justement et parfaitement aux critères établis par la Fondation Mo Ibrahim. Et pour moi, je le dis honnêtement et franchement, pour moi, il mérite ce prix pour Mo Ibrahim. Il mérite d'être félicité et l'ensemble du peuple nigérien doit saluer cet acte. Parce que vous savez, un président de la République en exercice, quelles que soient les dispositions constitutionnelles, quelle que soit la pertinence et la clarté de l'écriture constitutionnelle, s'il veut rester au pouvoir, il pourra créer les conditions pour rester. Il y aura des contestations, il y aura des résistances, mais ça n'ira nulle part. Qu'est-ce qui n'a pas été dit en Guinée-Conakry? Mais est-ce qu'aujourd'hui, Alpha Condé n'est pas président de la République de la Guinée? Est-ce qu'il n'a pas été félicité par des pays démocratiques? Donc si Issoufou aujourd'hui décide de quitter, malgré, je trouve même qu'il y a une certaine contradiction dans l'analyse. Certains disent que le président Issoufou c'est un valet des Occidentaux. Alors s'il est véritablement valet des Occidentaux, vous pensez que s'il décide d'aller pour un 3e mandat, ça ne pourra pas passer? Donc il faut féliciter l'homme pour ce qu'il mérite, pour ce qu'il a fait pour son pays.
Je suis dans cet état d'esprit. Je suis dans cet état d'esprit. Et je pense que nous devons tous accepter que le président de la République soit félicité par la communauté internationale pour ce geste. Parce que c'est un cas très rare. C'est une exception dans l'environnement politique régional, sous-régional et continental. Donc on ne peut pas le nier. Il faut lui rendre hommage. Et je pense qu'il aura une vie heureuse après ce passage à la tête du Niger, parce qu'il a posé un acte qui restera historique pour notre pays, parce que c'est la première fois qu'un président démocratiquement élu va céder la place à un autre démocratiquement élu. C'est la première fois qu'après des élections ayant consacré 2 mandats pour un chef d'État et dans la même République, sans changement de constitution, nous aurons un nouveau président qui sera investi, qui va prêter serment. Ça, pour un démocrate, si on est sincèrement démocrate, on ne peut que s'en féliciter. En faisant de lui l'Africain de la décennie, le Forum de la société civile africaine pour la démocratie a fait une analyse. Ce n'est pas un rêve qui est devenu une réalité. En réalité, il y a eu des débats. C'est un forum qui a réuni, auquel j'ai eu l'honneur de participer, qui a réuni une vingtaine de pays, plusieurs organisations de la société civile africaine qui ont fait le débat et la dialectique a été posée. Les gens ont fait une analyse très juste. Ils ont d'abord félicité le président Roch-Marc Christian Kaboré du Burkina Faso, qui a organisé des élections dans un contexte sécuritaire assez difficile, qui a consacré sa réélection dès le premier tour et qui a été félicité par ses challengers. Il faut retenir qu'il est le premier et le deuxième, et le deuxième et le troisième ont tous félicité, fini par féliciter le président qui a été déclaré réélu. Ça, c'est un exemple de démocratie, de stabilité politique. Et c'est ainsi que, effectivement, les participants se sont penchés sur la question du Niger. Ils ont trouvé que c'est exceptionnel, c'est élégant, c'est historique. Et pour eux, cet acte est un appel aux autres chefs d'État pour qu'ils comprennent que si vous êtes élu, c'est pour travailler pour le peuple pour un laps de temps. À la fin de ce temps, quel que soit le niveau de réalisation de votre programme, il faut laisser la place à d'autres acteurs. Si c'est de votre parti, si c'est un autre, ça c'est au peuple de décider qui doit vous remplacer. Et il l'a fait. Je trouve, certains dire que c'est incohérent de féliciter un président de la République parce qu'il a respecté la Constitution. Mais ceux qui le disent ne trouvent pas qu'il est incohérent de féliciter un élève qui est arrivé premier de la classe parce qu'il a été inscrit à l'école pour être premier. Aucun parent n'envoie son enfant à l'école pour qu'il soit dernier ou pour qu'il soit médiocre. Mais à la fin, quand il présente un résultat, ses parents le félicitent. La République même organise souvent des cérémonies pour féliciter les élèves qui ont des notes excellentes. L'enseignant qui est dans la classe, tous les enseignants sont payés pour enseigner. Mais à la fin, on décerne des prix pour féliciter certains enseignants qui ont fait preuve d'une certaine assiduité, d'une certaine excellence dans la transmission des cours. Voilà, donc, quand on félicite quelqu'un, ce n'est pas parce qu'il a respecté seulement la Constitution, mais parce que c'est rare. Parce qu'il avait d'autres choix. Souvent, quel que soit le prix à payer, ils le font. Bien, M. Baba Alpha, certains de nos concitoyens qui suivront cet entretien diront que vous avez changé de discours, peut-être que vous avez été manipulé, peut-être que vous avez acheté, alors qu'ici, vous nous dites sincèrement, c'est en toute conviction. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à tout ce qui s'est passé précédemment, vous avez des regrets? Ah là, je vais peut-être vous décevoir. Je n'ai aucun regret par rapport au travail que j'ai eu à faire pendant toute ma carrière professionnelle au Niger. Aucun regret. Vous savez pourquoi? Parce que tout ce que je le faisais par conviction. Je ne le fais pas parce que quelqu'un me manipule. Je ne le fais pas pour plaire à un clan ou à un groupe politique.
Je le fais parce que pour moi, c'était mon rôle. Informer, dénoncer. Et même aujourd'hui, si c'est à refaire, je vais le refaire. Mais peut-être différemment. Parce que je ne suis pas parfait. J'ai fait des erreurs. Cet exil-là, il m'a permis de revenir sur ma vie, de revenir sur un certain nombre d'actes que j'ai eu à poser dans le cadre de l'exercice de ma profession de journaliste et même de président de la Maison de la Presse et de secrétaire général du Sénatique. Il y a des choses que j'ai faites dont je suis très fier et dont j'assume l'entièreté. Il y a des choses que j'aurais pu faire, mais différemment, avec beaucoup plus de retenue, beaucoup plus d'humilité. Aujourd'hui, ce que je suis en train de dire, effectivement, en accordant cet entretien, j'ai à l'esprit que certains vont, comment on appelle, l'apprécier. Chacun ira de son analyse. Mais je n'aurai aucun problème de conscience parce que je ne le fais pas pour plaire au président Issoufou, ou bien pour plaire au régime de Niamey ou pour décevoir les opposants au président Issoufou. Je le fais parce que c'est ma conviction. C'est honnête. Je ne le fais pas sous une forme de pression. Je n'ai aucune pression. Je refusais toute ma vie d'agir sous pression. Parce que quand je vais agir sous pression, une fois que je vais me regarder dans la glace moi-même, j'aurai des soucis. Aujourd'hui, je suis parti en exil forcé. Je continue à le dire. J'ai été victime d'une injustice. J'ai été victime d'un complot. Je vais le dénoncer jusqu'au jour où ça prendra fin. Mais ce que je dis aujourd'hui, c'est ma conviction. J'ai observé. Et même si j'étais au Niger, si le président Issoufou organisait les élections à la fin, je ferais un commentaire pour féliciter ce acte parce que c'est un acte rare. Encore plus est qu'aujourd'hui, à l'exil, j'ai eu l'opportunité de parcourir un peu l'Afrique de l'Ouest, en tout cas. J'ai échangé avec beaucoup d'intellectuels et j'ai entendu des choses sur le Niger qui m'ont épaté. Donc, je ne peux pas rester insensible à la réalité. Refuser l'évidence, c'est de la mauvaise foi. Et je rends grâce à Dieu que je ne suis pas de mauvaise foi. Oui, Baba Alpha, aujourd'hui, pour en finir, toutes les attentions sont orientées vers la Cour constitutionnelle qui va se prononcer sur les résultats du second tour de la présidentielle. Bazoum Mohamed est en tête avec 55,75% de voix. De l'avis de beaucoup d'observateurs, rien ne pourra changer. En tout cas, il marche vers la présidence. Qu'est-ce qu'il y a comme appel à lancer au regard de la situation qu'on a vécue alors que la CENI proclamait les résultats? Avez-vous un appel à lancer au Nigérien? Oui, j'ai un appel. C'est l'appel que j'ai lancé au début de cet entretien. Nous avons un pays qui fait face à l'insécurité. Notre pays n'a pas besoin d'instabilité. Notre pays n'a pas besoin de crise post-électorale. Notre pays a besoin surtout de développement, de paix, d'emploi. Et aujourd'hui, ceux qui doivent surtout faire attention, c'est les jeunes. Nous avons une population majoritairement jeune. Et la jeunesse nigérienne doit faire très attention. Et avoir toujours à l'esprit ce qu'avait dit le feu Amba, l'ancien premier ministre ivoirien. Il a dit ceci: chers jeunes, nous les hommes politiques, quand on se voit pour faire nos accords, on ne vous appelle pas. Alors ne portez pas nos désaccords. Refusez la violence. Alors je dis à la jeunesse nigérienne de ne pas porter les désaccords entre les acteurs politiques nigériens, mais de porter le combat pour l'enracinement d'une véritable démocratie dans notre pays, l'enracinement d'un développement durable, de saisir l'opportunité de ce que le président Issoufou a réussi pendant les 10 ans, de les consolider d'une façon à permettre le développement de notre pays. Merci. L'histoire nous cherche. Merci, Baba Alpha. Merci.